Bonjour, bonsoir et merci d'être venu jusqu'ici, sur ces hauteurs. Et merci infiniment à la Fondation Bodmer de nous accueillir ce soir, à son directeur Jacques Berchtold, qui je crois n'a pas pu venir ce soir, à Nicolas du Cimetière qui a bien voulu me présenter et qui a tout dit. Alors moi je me lève parce que... Non, c'était parfaitement résumé et je vous remercie infiniment. Un petit mot sur mes invités, dont je suis très fier. Le professeur Abraham Madronial, donc de l'Université de Genève, qui nous donnera plus de détails sur ce qu'est notamment une nouvelle exemplaire, puisque c'est ainsi que s'appelle le texte dont nous allons parler. Et puis David Gobet, comédien, que j'imagine beaucoup d'entre vous auront vu sur les planches romandes, et qui accessoirement est un ancien élève, ce dont je suis assez fier. Et donc il lira, c'est quand même important de le signaler, des extraits de ma pièce de théâtre, et non pas de la nouvelle, hein, que je garde un petit peu mystérieuse pour l'instant, mais nous allons parler évidemment beaucoup. Alors, ce livre est assez original dans le sens où il se compose effectivement de 3 parties, on l'a appelé un triptyque. La première, vous l'avez dit, c'est donc cette introduction, c'est plus qu'une introduction, c'est un essai sur le siècle d'or espagnol, la vie et l'œuvre de Cervantes et le contexte de cette nouvelle. Au milieu, la nouvelle elle-même en français, dans sa traduction de 1928 d'un hispaniste français très connu, Jean Cassou. Et enfin, effectivement, une pièce de théâtre que cette nouvelle m'a inspiré. Une petite chose sur la couverture, parce que vous aurez remarqué, si vous avez aperçu le livre, qu'il y a un dessin un petit peu naïf, et si on se rapproche, eh bien, on voit un monsieur sur un cheval, et puis un petit monsieur sur un âne. Vous aurez reconnu, bien sûr, Don Quichotte et Sancho Panza. Alors, on va me dire, mais alors c'est un livre sur Don Quichotte. Don Quichotte, il est présent, très présent dans le livre. Pourquoi? Parce que le personnage principal de cette nouvelle, qui s'appelle Tomás Rodaja, on va l'appeler Thomas, est pour moi comme une espèce de fils spirituel de Don Quichotte. Parce qu'une chose les relie de manière évidente, c'est la folie. On va dire la folie, même si aujourd'hui le terme est sans doute moins bien accepté qu'à l'époque, mais on a Erasme, l'éloge de la folie, le professeur nous en parlera plus en détail, et je pense qu'il y a évidemment des connexions évidentes, d'ailleurs je donne beaucoup d'exemples de Don Quichotte dans le texte. Une autre chose importante aussi, ce texte, comme l'a rappelé Nicolas du Cimetière, a été publié en 1613. Or, Don Quichotte a été publié en 2 parties, en 1605 et en 1615. Il est exactement au milieu. Je trouve intéressant parce que ça explique sans doute aussi pourquoi nous avons des échos d'un livre sur les autres. Cervantes, quand il a publié ce texte, quand il l'a écrit, il a 66 ans. Nous avons affaire à un homme âgé, et c'est donc un homme âgé qui a écrit finalement Don Quichotte et ces fameuses nouvelles, qui sont, on peut dire, les 2 textes presque les plus connus, les plus appréciés, et qui ont été très vite traduits, notamment en français et en anglais. Alors je ne vais pas tout vous dire sur ce qu'est une nouvelle exemplaire, parce que c'est ce que fera le professeur, mais peut-être 2-3 petites choses. Je rappellerai déjà que Cervantes adapte pour la première fois en espagnol un genre italien, et cet aspect-là est quand même très important. Alors nous sommes dans le contexte de l'exposition de Dante, tout le monde connaît l'importance de l'influence de la culture italienne, tous les auteurs, les poètes, les artistes font le voyage d'Italie, hein, c'est quand même absolument essentiel. Mais n'oublions pas qu'à l'époque de Cervantes, l'Italie est en grande partie espagnole. Hein. On rappellera que le monde, une partie du monde et une grande partie de l'Europe sont espagnols pour des raisons de mariage dynastique, de conquête, etc. Alors pour mémoire, Portugal,
évidemment l'Espagne, les Pays-Bas, notre proche Franche-Comté, est espagnol à l'époque, et une grande partie de l'Italie, essentiellement le sud, Naples, la Sardaigne, la Sicile, le Milanais. Et ce qui est très intéressant dans cette nouvelle, c'est que justement, le personnage nous fait voyager dans ces différentes régions. En fait, il nous fait découvrir l'Europe espagnole. Donc, Thomas voyage dans cette Europe espagnole et Cervantes lui-même passera plusieurs années en Italie. Il sera notamment valet de chambre d'un cardinal, ce qui est assez intéressant. Il va participer à la bataille de Lépante en 1571. Je rappelle que c'est quand même cette bataille qui a freiné l'avancée ottomane à l'époque. Et il y perdra le bras gauche. On l'appellera d'ailleurs le manchot de Lépante. De retour en Espagne après son séjour italien, il va être capturé par des pirates barbaresques qui sont en fait des pirates convertis à l'islam sous la domination ottomane. On va l'amener en captivité à Alger, qui était à l'époque ottomane, 5 ans et demi. 5 ans et demi de bagne, et en fait, il travaillait aux carrières et il était jardinier. Donc, il n'était pas enfermé en prison, si vous voulez. Ce qui lui a permis d'ailleurs de voir ce monde oriental, arabo-musulman, qui a une place très importante dans l'œuvre de Cervantes. Il y a de nombreuses œuvres de Cervantes qui ont comme décor ou comme personnages des personnages du monde arabe, du monde oriental. On rappellera aussi forcément que l'Espagne a été dominée, ou en tout cas la présence arabo-musulmane, 8 siècles quand même, hein, donc 8e siècle, 1492, prise de Grenade, et tous ceux qui ont pu aller en Espagne, évidemment surtout à Cordoue, avec la grande mosquée, l'Alhambra de Grenade, ont vu à quel point l'influence arabo-musulmane est absolument majeure. Et même quand on traverse les frontières depuis la France, on voit déjà des influences de cet art. Je ne parle même pas du flamenco, enfin toutes sortes même dans la cuisine, ces influences sont extrêmement importantes. Alors, il y a un thème qui évidemment va être essentiel, c'est ce qui va advenir de ces Arabes, de ceux qui sont restés, parce qu'il y en avait énormément encore, et bien sûr, alors là, un autre thème de la communauté juive, qui était très très importante en Espagne, et dont nous aurons l'occasion de reparler, parce que c'est ça qui est assez extraordinaire dans cette nouvelle, c'est que il y a beaucoup d'informations finalement sur ce contexte culturel, social, religieux, parfois par petites touches, mais ça nous permet justement de replonger dans cette Espagne qu'on appelle l'Espagne du siècle d'or. Donc Cervantes, il était au bagne, il était ce qu'on appelait un prisonnier de rachat. Pourquoi? Parce que les Turcs revendaient ces prisonniers, et suivant la qualité du prisonnier, il était plus ou moins cher. D'accord? Donc il fallait mettre l'argent nécessaire. Et Cervantes apparemment avait une assez bonne cote. Donc il n'a pas été torturé horriblement parce que les tortures étaient, on en parlait les gens très très facilement, ce qui, il n'y a plus de rachat, c'était fini. On verra dans la pièce le rôle très important d'une morisque. Une morisque était une arabe convertie. On verra qu'un phénomène... Donc il y a un parallèle entre les juifs et les arabes qui ont dû se convertir, mais dont on mettait en doute la conversion. C'est ce qui a ensuite entraîné aussi beaucoup de ces problèmes dont nous serons, je pense, amenés à reparler. Le résumé, je crois que j'ai pu à le faire, puisqu'il a été fait par Nicolas Ducimetière, pratiquement. Donc, je crois que vous avez tous compris que ce jeune homme, en fait, s'inscrit dans une tradition d'un genre espagnol que vous connaissez, qui s'appelle la picaresque. Donc, souvent, je dis, c'est comme un picaro. Qu'est-ce que fait un picaro? C'est un jeune homme, très jeune adolescent, qui part
à l'aventure, à la recherche de maîtres. Pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour avoir à manger, parce que dans l'Espagne du siècle d'or, mais aussi comme dans la France de l'époque et autres, si on n'est pas du beau comté de la Barrière, on a faim. Donc, on cherche des gens pour se nourrir. Alors, c'est Picaro, si vous avez, c'est une tradition qui aura un énorme succès, non seulement en Espagne, mais même plus tard après avec Diderot, en France, même en Angleterre avec Fielding et son Tom Jones, a eu énormément de succès. Et en général, c'est des personnages assez malicieux, assez méchants, assez pervers, ce que n'est pas vraiment notre Thomas, qui certes fait des voyages, il va dans toute l'Europe espagnole, il cherche des maîtres, et puis il devient fou, c'est vrai, mais il n'est pas méchant, il est juste fou, un gentil fou, on va dire, presque un fou sage. Peut-être juste un mot sur le fait aussi, c'est important de rappeler que cette nouvelle exemplaire dont on va reparler fait partie d'un ensemble de 12 nouvelles qui sont chacune en fait une espèce de portrait de l'Espagne de l'époque. Il y a des textes très amusants comme le colloque des chiens, ce sont des chiens qui parlent et qui racontent toutes sortes d'histoires assez abracadabrantes. Et donc, mais je crois que, d'ailleurs, je ne vous ai pas averti que nous avons l'homme de verre ici. Il est gentil, hein, mais parfois il peut nous interrompre, il a ses humeurs, oui, les fameuses humeurs. À l'époque, on croyait à l'histoire des humeurs, hein, les 4 humeurs, et qui nous venaient de la grecque, enfin, qui était déjà très connue à l'époque de la Grèce ancienne, et qui même jusqu'au XXe siècle, on y croyait. Et l'homme de verre, s'il devient fou aussi, c'est parce que la chaleur du corps lui monte à la tête. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé en fait? Et Dis un mot. Ouais, essayez, mais soyez gentil. Hein. Pas de raison que je sois méchant. Mon nom est Thomas. Je suis en verre. Ne m'approchez pas, vous pourriez me détruire. Je suis en verre. Rien qu'en verre. Une dame, une courtisane, à qui personne ne résiste, mais à qui j'ai résisté, m'a transformé en homme de verre. J'ai croisé sa route. On nous disait qu'elle avait fait comme moi un voyage en Italie. Et j'étais curieux de savoir si je la connaissais. Fatale curiosité, car la sienne n'était pas du même tonneau. Furieuse que je n'ai pas partagé sa couche comme tous ceux qu'elle avait généreusement accueillis, elle voulut se venger. Elle se procura un filtre d'amour qu'elle introduisit dans un fruit, plus précisément dans un coin, car elle avait appris, pour mon malheur, que j'adorais les coins. Mais erreur de dosage ou cruauté d'un destin aveugle, ce filtre ne me rendit pas amoureux, il me transforma en homme de verre. Je ne suis pas fou. Je suis moins fou que vous, qui vous croyez si sage. D'ailleurs, allez me chercher des docteurs et des philosophes. Je répondrai à toutes leurs questions et vous saurez alors que j'ai tous mes esprits. J'ai la raison libre et claire, dégager des ombres épaisses de l'ignorance. Moi, c'est pas de moi, c'est Don Quichotte.
Don Quichotte qui, dit-on, avait perdu la tête en lisant trop de romans de chevalerie, mais à moi, les lectures m'ont toujours fait du bien. Et je n'ai jamais pris les moulins pour des géants. Faut-il être fou? Non, non, moi je vois trop clair à travers les gens, je décèle immédiatement leurs mensonges et leur hypocrisie. Oui, c'est cela mon problème. Je vois trop clair, comme à travers du verre. Merci. Il est sympathique ce personnage finalement. Mais revenons à des choses encore plus académiques et je donne la parole au professeur Madronial qui, je crois, va nous donner un petit peu l'origine exacte de ces nouvelles exemplaires. Merci. Merci. Qu'est-ce que je peux dire après la lecture de Nicolas et Jean-Michel et des licenciés d'hiver, bien sûr. Tout d'abord, je dois remercier à Nicolas, à la Fondation Bonne Mère, de m'avoir permis d'être ici pour parler de littérature espagnole, de Cervantes et de Jean-Michel Bismer, ainsi qu'à toutes et à tous d'avoir accepté cette invitation. Je remercie également l'auteur du livre d'avoir pensé à moi pour le présenter, Jean-Michel et un ancien collègue de l'unité d'espagnol, Armi. Mais quand le professeur Bismer m'a dit qu'il avait écrit une pièce basée sur les licenciés d'hiver de Cervantes, j'ai pensé que Jean-Michel était devenu aussi fou que Don Quichotte, ou que le protagoniste du licencié d'hiver. Et quand il m'a demandé de le présenter, j'ai accepté, j'ai repensé que la folie était contagieuse, et qu'elle était partagée par Don Quichotte, le licencié, Jean-Michel et moi-même. Mais nous sommes ici et je dois parler du livre et je voudrais profiter de cette occasion pour me disculper pour mes français, bien sûr. Je vais raconter l'argument, mais Nicolas et Jean-Michel racontent parfaitement l'argument et je dois ajouter quelque chose simplement qu'à la fin du récit, un frère de Saint-Jérôme guérit le licencié de verre et commence à travailler comme un avocat. Mais personne ne fait plus attention à lui et il décide de partir en Flandre comme soldat où il finit ses jours. C'est le final de la nouvelle. Pourquoi ce pauvre homme qui se croit un verre à cause d'un poisson a retenu l'attention de Jean-Michel? Un mystère. L'auteur explique très bien dans la première partie du livre, dans cette étude documentée sur Cervantes et le roman court. Mais commençons-nous pour expliquer pourquoi il s'agit d'un roman court et qu'est-ce que c'est un roman court dans la littérature espagnole du siècle d'or. Cervantes a publié, comme il a dit, les romans exemplaires, las novelas ejemplares, 300 avant sa mort. Ces histoires n'ont aucun lien entre elles, mais une leçon morale peut être tirée de chacun. Les critiques divisent généralement les romans exemplaires en romans réalistes et romans idéalistes, c'est-à-dire histoire réaliste et histoire fantastique. Notre roman, Les licenciés de verre, est à mi-chemin, à mon avis. La novella pour Cervantes et pour les Espagnols du XVIIe siècle raconte un événement nouveau et extraordinaire. En espagnol, le terme ne désigne pas ce que nous comprenons aujourd'hui pour novella, un long récit dans le style de Don Quichotte. Pour les Espagnols du XVIIe siècle, c'était un conte, une histoire de plus ou moins une quinzaine de pages qui raconte quelque chose de nouveau, extraordinaire. Le genre était à la mode, a dit Jean-Michel, depuis la fin du XVIe siècle, mais les Espagnols ont traduit des romanciers italiens comme Boccaccio, Bandello, Cintio et des romanciers français aussi. Ma collègue Luana Bermúdez a très bien étudié la question. Ces romanciers ont également influencé le théâtre espagnol, en particulier le théâtre de Lope de Vega, les plus grands dramaturges à l'époque. Mais Cervantes a été le premier à publier des romans originaux, c'est-à-dire non traduits des romans italiens. Et Cervantes propose la simplicité, la moralité pour les romans qu'il a écrits. Comme vous savez bien, à l'époque en Espagne, il existe une forte censure religieuse et civile, et il est interdit de parler de l'Église et d'aborder des thèmes tels que l'érotisme dans la littérature. Le roman a toujours été un gène dangereux pour l'Espagne du siècle d'or.
comme le théâtre, comme la comédie de Lope de Vega, les romans et les comédies sont nuisibles à la jeunesse. Ils provoquent de mauvais exemples d'amour et d'honneur, raison pour laquelle ils sont interdits en 1625 au royaume de Castille, en Castille au moins, pour 10 ans. Il est clair que l'œuvre la plus appréciée, comme a dit Jean-Michel, est Don Quichotte. Et après, je pense, certains des intermèdes, en troisième position se trouvent sans doute les exemplaires. Avant ces pièces de théâtre, de longs récits comme les Persiles, la Galatée, et des poèmes comme les Voyages du Parnasse. Et parmi ces romans, Le Licenciat d'hiver est l'un des plus appréciés, à mon avis. C'est la raison pour laquelle Cervantes a influencé d'autres auteurs et le roman court poursuivra jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Par exemple, Lope de Vega a également écrit des romans courts et d'autres auteurs très bien connus comme María de Zayas ou Tirso de Molina. Précisément, Lope de Vega et Tirso de Molina critiquent Cervantes, le premier parce qu'il dit que pour être un bon romancier, il faut, cite entre guillemets, il faut être un courtisan ou au moins un homme très sage. Et le second, Tirso de Molina, parce que les romans de Cervantes, il dit, n'ont pas d'ordre. Cervantes préfère qu'elle se succède sans relation. Mais contrairement à des auteurs comme Lope de Vega ou Tirso de Molina, Cervantes ose critiquer certains thèmes importants de l'Espagne du XVIIe siècle, comme celui des vieux chrétiens ou l'expulsion des Morisques, ainsi que la littérature de son époque. Il est également original dans sa façon de raconter l'histoire, avec un narrateur intermédiaire, avec l'ironie, l'intercalation d'éléments étranges, et même l'incorporation d'œuvres d'autres auteurs dans la sienne comme matériau littéraire. Par exemple, les aventures du phare Don Quichotte d'Avellaneda et les personnages de celui-ci comme personnages de sa deuxième partie authentique. Cervantes est un auteur moderne qui ose aborder certains sujets interdits ou dangereux à l'époque, par exemple dans Don Quichotte. La relation entre Don Quichotte et le Licenciat d'hiver est très connue. Les similitudes sont également à souligner dans les deux œuvres. Par exemple, Cervantes crée des personnages principaux qui souffrent d'une sorte de trouble mental. Les parallèles sont évidents, car Don Quichotte est rendu fou par trop de lecture et trop peu de sommeil, et sa folie le conduit à l'exercice des armes, tandis que le Licenciat d'hiver est un lecteur, un intellectuel qui rejette le monde des armes, qui est rendu fou et qui seulement lorsqu'il retrouve sa raison est obligé de les exercer. Tous deux sont des intellectuels et s'expriment avec beaucoup d'élégance au point de passer pour des personnes judicieuses. Mais leur comportement n'est pas exactement normal. Les deux personnages entretiennent le même manque d'engagement avec la réalité immédiate. Que ce soit l'isolement intellectuel ou par les effets de la folie chevaleresque, tous deux sont très actifs et tous deux échouent dans leur objectif et sont rejetés par la société. Aussi comme Don Quichotte, le licencié d'hiver est un homme qui n'a qu'un contact avec les femmes. C'est très très curieux. Mais contrairement à Don Quichotte, qui est amoureuse de Dulcinée, comme tout le monde le sait, le licencié d'hiver fuit les prétentions d'une prostituée courtisane, a dit mon collègue. Et comme Don Quichotte, le licencié d'hiver est un homme rejeté par la société. Les garçons se moquent de lui comme d'un fou, mais il ose aussi dire la vérité et critiquer la société de son temps. Et comme Don Quichotte, le licencié d'hiver, il y a beaucoup de noms. Rodaja, Rueda, l'avocat Rueda, comme Quijano, Quesada, Don Quichotte, dans le cas de Don Quichotte de la Mancha. Mais à différence, contrairement à Don Quichotte, le roman du licencié d'hiver est en grande partie un recueil de proverbes et de sentences et de lieux communs contre les vices de la société. Médecins, apothicaires, poètes, comédiens, en général, ce sont, comme je dis, des lieux communs qui peuvent nous rappeler un personnage célèbre, la jeune fille Théodore, la doncella Théodore, admirée pour les sages d'Orient pour avoir répondu à toutes les questions qu'ils ont posées à Constantinople, où elle avait été emmenée comme esclave. De la même manière, le licencié d'hiver est une sorte de demoiselle Théodore. Parfois, il parle une parabole tirée des Saintes Écritures. Et aussi, comme Don Quichotte, Thomas
Thomas ne se souvient pas de son lieu d'origine. C'est très curieux. Pour Don Quichotte, la Mancha n'est pas seulement un lieu géographique, c'est aussi la tâche, la manque de pureté de sang. Un passage de licencié de Vers qui a raconté, Jean-Michel dit « Attendez dimanche et laissez passer le sabbat ». C'est très ironique, mais une critique très importante contre les chrétiens vifs. Cervantes s'occupe de l'absurdité de la pureté de sang dans l'Espagne du siècle d'or, et surtout dans l'intermède intitulé Le retable des Maravillas, el retablo de las maravillas, et aussi dans Don Quichotte, parce que Sancho Panza est capable d'être gouverneur d'une insula, l'insula Barataria, sans savoir lire ou écrire, mais simplement pour être pur de sang, c'est-à-dire chrétien vif. Très intéressant et très original pour l'époque, comme le licencié d'hiver. Alors nous abordons un thème qui est évidemment à la fois extrêmement délicat, qui est celui justement des communautés juives et arabes, dont on a déjà un petit peu parlé. Il y a une date majeure, vraiment cardinale en Espagne, c'est 1492. Tout le monde sait, c'est bien sûr la découverte de l'Amérique, mais pas seulement. C'est la reddition de Grenade, donc la fin de la présence, si vous voulez, enfin, de la domination arabo-musulmane en Espagne. C'est également la date de la première grammaire d'une langue vulgaire en Europe. La langue castillane a sa grammaire. C'est un livre de Antonio de Nebrija, 1492. C'est pas un hasard, c'est-à-dire c'est un État, c'est une religion, c'est une langue. Et cette grammaire, elle a été au fond créée pour que justement au moment où l'Espagne va dominer le monde, la langue espagnole aussi domine le monde. Et en Europe, beaucoup de pays parlent espagnol. Il y a l'italien, le français, mais il y a surtout l'espagnol. Alors, c'est quand même extrêmement important. Je ne veux pas non plus tout dire parce que dans mon livre, j'essaie d'expliquer un petit peu l'importance de ce thème juif. Alors, le professeur a rappelé justement que Sancho est un vieux chrétien, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sang autre, ni juif, ni arabe. Et il a, à juste titre, et j'ai envie de reprendre encore une fois ce très court passage de la nouvelle, où le licencié, donc le Thomas, le licencié de Vers, est à la porte d'une église et dit, je cite, « Il vit qu'un campagnard y entrait, de ceux qui se piquent de pureté de sang. Derrière lui, il en venait un dont on n'avait pas aussi bonne opinion. Le licencié cria au premier, « Attendez dimanche, et laissez passer le sabbat. » Alors, tout le monde a compris que dimanche chrétien et sabbat juif. Alors, dans ces quelques phrases, il y a tellement de choses, parce que ce pic de pureté de sang, il y a évidemment une ironie. Ça veut dire, bon, alors, simplement parce qu'il n'a pas d'autre ascendant, il est supérieur. Il y a une ironie évidente. Et après, on peut interpréter ce petit passage aussi de deux façons. Tolérance, et c'est quand même les Juifs, c'est un nouveau converti, il faut qu'on lui laisse un petit peu de temps, laissez-le entrer. Ou alors on le signale, ah lui il est juif, hein. Donc vous avez vu, c'est un petit peu une façon de le signaler. On peut voir ça des deux côtés. Je serais enclin à pencher pour une vision plutôt tolérante. On pense que, d'après, le professeur pourra me corriger, qu'il y avait dans la généalogie de Cervantes des personnes d'origine juive, d'accord ? Et je donne la liste dans le livre de toutes ces personnalités qui ont des origines juives. Sainte Thérèse d'Avila, la
patronne de l'Espagne, par faire plus catholique, a des origines juives. Saint Jean de la Croix, par faire plus catholique, a des origines juives, etc., etc. Vous verrez la liste dans le livre. Peut-être qu'à un moment donné, si on a le temps, je lirai peut-être un extrait de ce Retable des merveilles dont a parlé le professeur, qui est un texte admirable. Donc c'est ce qu'on appelle un intermède, un entremès, parce qu'à l'époque du siècle d'or, les pièces de théâtre étaient coupées par des intermèdes pour que les gens s'ennuient pas, pour mettre un petit peu d'ambiance, etc. Chose qui se fait plus aujourd'hui. Et ce texte est tout à fait étonnant puisque en fait on fait assister à des personnes qui sont sûres d'être pures de sang que ils vont voir des merveilles qui sont totalement illusoires. Ils voient des animaux qui rêvent sur eux, c'est tout à fait illusoire. Et puis il y a quelqu'un qui voit pas. Ou alors lui, ça veut dire qu'il n'a pas le sang pur. Évidemment, ce genre de texte en dit tellement long, à mon avis, sur ce que c'est de nous dire Cervantes, c'est-à-dire tous ces autres, ils vivent dans une espèce de délire, hein, dans un fantasme. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un sang pur? C'est effectivement une illusion. Mais pureté, transparence, finalement, c'est aussi le thème du livre, c'est-à-dire on veut que tout soit transparent, comme à travers du verre. Voilà. Alors, on va aborder évidemment un des thèmes centraux, qui est celui de la folie, bien sûr. Encore une fois, aujourd'hui, on donnerait un autre terme, mais je pense qu'à l'époque, c'est encore autorisé. Alors, il y a un intérêt évident de l'Espagne pour la folie. Alors, on notera qu'au tout début du XVe siècle, les premiers asiles d'aliénés, tout début, 1405 et tout, sont créés en Espagne, chose qu'on sait très peu. Alors là aussi, on peut voir deux visions. Soit il y a beaucoup de fous en Espagne, alors il faut créer des asiles. Soit on a peur des fous et il faut les enfermer. Soit, quelle belle idée et quelle belle institution, enfin s'occuper d'eux. Alors là, je vous laisse réfléchir à ce thème qui est aussi assez délicat. Les exemples. Alors, Don Quichotte, vous le trouvez fou. Il y a plein d'exemples d'autres fous dans Don Quichotte. Il y a notre cher licencié. Et je viens de le dire, il y a la fameuse théorie des humeurs qui expliquerait une de ces aspects, si vous voulez, cliniques. Alors, mais je pense que comme nous avons l'homme de verre, je pense que j'aimerais bien qu'il nous explique qu'est-ce qui se passe. C'est un peu vexant quand même. De parler d'humeur comme si c'était simplement une facétie de ma part d'être un homme de verre. Vous savez, je dois réorganiser toute ma vie. Je dois manger très légèrement, bien sûr, sinon mon estomac pourrait se déchirer. Je dois marcher toujours au milieu des rues, car une tuile peut à tout moment tomber d'un toit. Ne dormir que dans la paille, car il n'y a pas mieux pour protéger le verre, et fuir dès que j'entends l'orage qui signerait mon arrêtement. Mais, qu'on se le dise, je suis en verre et veux le rester. Car ainsi le monde s'intéresse à moi. Pour la première fois. Je suis partout écouté, craint. On boit mes paroles comme si elles étaient l'évangile de la sagesse. Mes réponses à toutes les questions sont reçues comme paraboles. Je suis le nouveau Messie. Les gens adorent entendre dire des mal des autres quand ce n'est pas leur tour. Je n'épargne ni les tailleurs, ni les courtiers, ni les dévotes, ni les procureurs, ni les libraires et éditeurs, ni les charcutiers, ni les chirurgiens, qui sont aussi souvent charcutiers, et ne vous coupent pas le bon morceau. Mais n'oublie jamais de vous donner une
bonne note de frais. Il y a des médecins dans la salle? Non? Tant pis. Il n'y a pas de métier exempt de sots et de gens malhonnêtes, mais il n'y a pas plus malhonnêtes que les médecins. Car ils sont les seuls à pouvoir nous tuer en toute tranquillité et sans craindre de châtiment, puisqu'ils se prennent pour des dieux, qui, disent-ils, n'auraient même pas leur talent. J'en ai d'ailleurs une bien bonne pour vous. Connaissez-vous la différence entre Dieu et un chirurgien? Non? Pourtant, c'est tout simple. C'est même un chirurgien qui m'a raconté. Dieu, lui, n'est pas chirurgien. Bon, je vais m'arrêter là parce que si je rigole, je vais me briser une côte. Donc je te redonne la parole, Jean-Michel, d'accord? Tu veux bien? Mais je veux bien. Alors je pense qu'on va développer cette idée de la folie, et en parlant notamment d'un texte classique, canonique, qui est bien sûr l'éloge de la folie de Erasme. Et je redonne la parole à Abraham. Merci une autre fois. Bien sûr, l'influence d'Erasme de Rotterdam dans l'œuvre de Cervantes est très importante, et surtout l'œuvre L'éloge de la folie. Dans cette pièce, Erasme expose les avantages de la folie sur la raison, et il souligne combien les hommes sont heureux lorsqu'ils vivent enveloppés de folie. Don Quichotte vit en tant qu'il se prend pas pour un chevalier errant, la folie. De même que le licencié de vers est très célèbre, il a dit, alors qu'il est fou, et il dit la vérité. Un proverbe espagnol dit que seulement les fous et les enfants, bon, je peux ajouter les ivres, disent la vérité. Les restes sont des gens très bien éduqués. Mais en général, Don Quichotte et les licenciés d'hiver servent à divertir les restes du peuple. Parce que les fous et les bouffons, vous savez, servent à divertir la noblesse et les rois, mais aussi au peuple. C'était un spectacle cruel, regardez l'asile ou la maison des fous de Tolède, par exemple, pendant les fêtes. La maison où Don Quichotte de Avellaneda sera justement enfermé. Les fous étaient poursuivis par les garçons, comme les licenciés de vers. Mais si lorsqu'il était fou, il avait beaucoup de grâce, il gagnait bien sa vie. Lorsqu'il devenait saint d'esprit, il n'avait rien et devait devenir soldat. Il est comme Don Quichotte, un personnage qui vit grâce à la folie. Lorsqu'il retrouve sa lucidité, sa vie n'y a plus de sang, et Cervantes n'a plus envie de la raconter. C'est pourquoi Don Quichotte et les licenciés d'hiver se terminent tous deux de façon précipitée. Quand il récupère la santé, il meurt simplement. Et qu'est-ce que je peux dire de l'adaptation de Jean-Michel pour terminer? Jean-Michel Lismer a composé une comédie cervantine. Il a dit L'homme de verre, dans le style de celle du siècle d'or. Cela signifie qu'il intercale par exemple d'autres pièces plus petites comme les intermèdes pour obtenir la variété et l'humour. En effet, Jean-Michel insère un intermède très court dans l'action du licencié de L'homme de verre, la pièce intitulée Les cochons de Saint-Antoine, Cochino de Saint-Antoine, dans laquelle un mari jaloux veut castrer un sacristain, un homme d'église, qui courtise sa femme déguisée en cochon. Il comprend également une scène dans un théâtre de marionnettes et un dialogue dans lequel un prêtre et Thomas se disputent sur l'adéquation de l'une ou de l'autre dans l'Espagne de l'époque et parlent de l'Inquisition. Dans son adaptation, Jean-Michel parle également de plusieurs personnages littéraires, la Célestina, Dulcinea, Don Quichotte. Je pense que l'une des réussites de cette pièce est de transformer Cervantes en personnage du livre, comme dans les Faux Don Quichotte, et aussi d'introduire la figure d'un psychiatre qui traite les licenciés d'hiver et les rappelle le nom de Dulcinea del Toboso. Bismarck compare également à Don Quichotte avec les licenciés d'hiver, lorsqu'il dit qu'il va retrouver la raison et qu'il peut mourir. Mais sa pièce se termine avec le triomphe de la folie, et pourquoi pas de l'espoir. Pour moi, il s'agit d'une grande pièce sur la folie, mais écrite de manière très intelligente. Félicitations. Merci beaucoup.
Comme on a un peu de temps, d'abord une petite chose sur, parce que le professeur a parlé plusieurs fois de Avellaneda. Je crois que j'ai peut-être juste, parce que pas tout le monde connaît. Donc encore une fois, Don Quichotte. Cervantes a écrit 2 parties de Don Quichotte, hein. Ça c'est pas toujours su. Pourquoi? Parce que d'abord les gens aimaient bien les suites, et puis parce que ça a eu beaucoup de succès, donc il s'est dit j'en fais une deuxième. Entre deux, il y a un personnage qu'on appelle Avellaneda, mais on ne sait pas, à moins qu'on sache maintenant, on ne sait pas. Qui est ce personnage mal intentionné, qui nous a fait un Don Quichotte apocryphe, où alors tout à coup l'œuvre perd tout son charme, Don Quichotte et Pancho sont des espèces de pantins, et comme l'a dit le professeur, il termine à l'asile. Chose qui ne se passe pas dans le véritable Don Quichotte. Bien. Donc c'est important de dire, et alors évidemment Cervantes était fou furieux, en plus il se moque de l'infirmité de Cervantes, enfin c'est un texte vraiment méchant, et on ne sait toujours pas qui l'a écrit. Est-ce que notre licencié nous lirait peut-être l'intermède? L'histoire du cochon? Ouais. Vous voulez l'histoire du cochon? Vous vous ennuyez, vous voulez une petite pause oui, ils ont l'air de tomber la tête. Là. Allez. Alors oui, vous voulez le cochon. Allez. Alors voilà. le cochon, il est où? Ah voilà. Alors c'est l'histoire d'un drôle de cochon. Alors attention, pas n'importe lequel. On jouait cette pièce à la fête de Saint-Antoine, car le bon saint était toujours accompagné d'un cochon à clochette. Oui, un cochon qui avait au cou. On dit cou pour un cochon? Bon, donc, un cochon qui avait une clochette, comme nous autres humains aurions un collier, ou les chiens un collier de chien. Un chien, voilà. Comme un chien. Comme nous autres, on se promènerait avec un chien. Eh bien, Saint-Antoine se promenait avec un cochon. Bon, je ne peux pas être plus clair, et si vous ne me croyez pas, allez voir dans les églises, Saint-Antoine est toujours représenté avec son cochon. Alors, venons-en à cette histoire de cochon. Il était une fois un mari jaloux, qui avait épousé une femme légère, qui le rendait encore plus jaloux. Comme le monsieur avait de gros doutes sur la fidélité de son épouse, il fit mine de s'absenter, afin de voir s'il le trompait, comme il en avait le soupçon. À peine eut-il le dos tourné que madame courut chercher un sacristain aux mœurs dissolues et qui vivait tout à côté. Alors, je vais jouer tous les rôles, si vous le permettez. Donc, le sacristain, oh ma belle, comme les circonstances nous sont favorables. Où est donc parti ton cocu de mari? La femme, il est allé à Ciudad Real, excusez mon espagnol, pour quelques affaires dont j'ai déjà oublié l'importance. Le sacristain, ces affaires-là arrangent bien les nôtres, mais a-t-il dit quand il reviendrait? La femme, oh, pas avant 2 jours. Mais tu as raison, il vaut toujours mieux être sur ses gardes. Voilà, j'ai tout prévu. Si l'imbécile devait revenir, j'ai ici un costume de carnaval que tu enfilerais en toute hâte. Le sacristain, oh, mais c'est un habit de cochon. La femme, oui, mon tendre cochon de lait. C'est parfait, il tire à merveille. Le sacristain, tu es une vraie diablesse, ou devrais-je dire une vraie petite porcine, et ton idée est fameuse. Alors qu'il s'adonnait aux plus vifs ébats, le mari, qui n'était bien sûr pas parti, et se cachait derrière une armoire, surgit en poussant de grands cris, ce qui fit s'enfuir le sacristain dans la cuisine, où il eut tout juste le temps de revêtir son costume de cochon. Le mari eut vite fait de le retrouver. Oh, donc le mari, oh mais le beau cochon, voilà. Quelle riche idée tu as eu, ma femme, d'aller nous en chercher un chez le boucher, voilà, qui pourra nous nourrir pendant au moins 1 mois. Il enfourcha le sacristain cochon, qui lui jeta sur la table de la cuisine, et agrippant un gros couteau, s'exclama en riant. Bien sûr, il nous faut d'abord le castrer, pour profiter de ses meilleures parties. Viens par ici. Le sacristain, aïe, 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 au secours, pitié, je ne suis qu'un pauvre cochon. Le mari, ah, sainte mère, un cochon qui parle, comme c'est étrange. La femme accourant au ciel, mon mari, ce cochon-là n'est pas un cochon comme les autres. S'il parle, c'est qu'il ne doit pas être bon à manger, je vais immédiatement le rapporter au boucher. Le mari, va ma femme, mais laisse-moi au moins en goûter un morceau. Et la femme poussa son amant sacristain qui roula en bas de la table et s'enfuit à toutes jambes encore revêtu de son habit de cochon, tandis que le mari riait aux larmes, ravi de sa vengeance. Voilà pour la petite récréation. Donc, merci. Donc, cet intermède m'a été inspiré, alors vraiment très directement, donc par un
véritable texte de l'époque du siècle d'or. Et en fait, je l'ai entendu pour la première fois à Almagro. Almagro est une petite ville dans la Mancha, donc cette fameuse région qui inspire Cervantes, qui, entre parenthèses, l'a connu parce qu'il était collecteur d'impôts. Pourquoi un grand écrivain comme Cervantes est collecteur d'impôts? Pour gagner sa vie, tout simplement. Et c'est un peu une des raisons pour lesquelles il connaît si bien l'Espagne et ses différentes populations, parce qu'en fait, il a été partout. Le problème, c'est que qui aime les collecteurs d'impôts? Personne. Donc, il a eu de graves problèmes et il a même été emprisonné par les habitants d'une de ces petites villes où il allait collecter l'impôt. En plus, il était très mauvais calculateur ou, comment dire, il était bon pour les lettres, pas pour les chiffres. Et donc, il a même dû faire de la prison parce qu'on pense qu'il avait un peu manipulé ces chiffres. Et si vous allez à Séville, dans la calle de la Sierpes, il y a encore une plaque qui indique que là, Cervantes était emprisonné, justement, pour ses contes, ses mauvais contes frauduleux. Et c'est là qu'il aurait écrit Don Quichotte. Je ne sais pas si c'est maintenant encore documenté. Bon, bien. Donc, je reviens à Almagro, qui, chaque année, en plein été, il fait 50 degrés, organise un festival de théâtre classique avec des pièces du siècle d'or espagnol et des textes plus contemporains qui reprennent, qui s'inspirent du siècle d'or. Et là, j'ai eu la chance d'avoir ma pièce sur la religieuse mexicaine dont on a parlé, qui a été jouée. Et c'est là aussi que, justement, j'ai eu l'occasion d'entendre ces fameux intermèdes, dont le fameux intermède du cochon de Saint-Antoine. Voilà. Il y a beaucoup à dire, j'ai presque envie de dire, lisez le livre, le reste est dedans. Mais bon, là, c'est vous qui voyez. On va peut-être alors s'amuser encore un petit peu. Après, s'il y a des questions, pour approfondir certains thèmes, parce qu'ils sont nombreux. Nous allons terminer parce qu'en fait, la dernière scène dont a parlé le professeur, qui est la scène où justement l'homme de verre, là c'est la vision contemporaine, on va quand même pas faire que du néo-Cervantes, donc à la fin de la pièce, notre homme de verre, après avoir rencontré un curé, après avoir essayé de faire ce qu'il fallait, va avoir un psychiatre, un psychanalyste. Et le voilà sur le divan, et je vais me permettre de jouer le psy, et bien sûr, nous avons notre homme de verre. Alors l'homme de verre, il est en train d'expliquer comment il a vraiment vécu toutes ces histoires de manière presque réaliste, si vous voulez. Et alors le psy, soyons sérieux, vous avez vécu cette histoire enfermée chez vous en construisant toutes ces scènes? Oui, c'est ça. Et personne ne s'est rendu compte de rien? Non, personne, sauf Dulcinée. Comment Dulcinée? Oui, c'est ma copine. Elle s'appelle Dulcinée, vous voulez dire que vous la surnommez Dulcinée? Non, pas du tout. Et n'essayez pas de vous moquer d'elle, vous auriez affaire à moi. Ouais, il s'agit à nouveau d'un jeu de rôle, vous retombez dans votre névrose. Ah voilà, c'est facile. Hein. Tous les mêmes, ces médecins. Vous collez des étiquettes à tout. Là, névrosé. Vous êtes content, comme ça? Vous auriez pu être plus lyrique et me dire que j'avais lu trop de romans. Alors, continuez à jouer ce jeu si vous voulez vous prendre pour Don Quichotte. Si ma mémoire est bonne, il a retrouvé ses esprits avant de mourir. Vous pourriez prendre le même chemin? Quoi, mourir? Non, reprendre vos esprits. J'ai la raison libre et claire, dégager des ombres épaisses de l'ignorance. À la bonne heure. C'est vous qui parlez. Il vous manque vraiment des lettres, mon cher docteur, je cite Don Quichotte. Vous connaissez ce texte par cœur? Je connais l'essentiel, suffisamment pour donner un sens à la vie. C'est à cela que servent les grandes œuvres. Tout ce que je regrette, c'est d'être désabusé si tard. C'est dans le texte. Eh bien,
Cette citation va dans le bon sens et devrait vous aider à voir à nouveau clair. Hâte là, fais-le. Que personne ne me touche. Thomas se lève du divan et mime un combat à l'épée. Je ne veux pas mourir, j'ai trop de choses, trop de grandes causes à défendre. Allez, en garde, sorcier sans vergogne. Calmez-vous, Thomas, reprenez vos esprits. Je vous croyais presque guéri, puisque votre démarche auprès de moi est un bon signe, mais là, vous m'inquiétez. Il note. On l'entend chuchoter. Patient monomaniaque atteint de dépression névrotique délirante, d'hystérie dissociative et compulsive et de schizophrénie combinée à une épilepsie aggravée. Vous dites? Rien, c'est pour mon dossier. Ah, je crois entendre certaines formules. Ça me mettrait presque de mauvaise humeur. Bon, ça suffit. Vous ne comprenez rien et en plus votre divan me brise les reins. Vous voulez que je vous appelle un taxi? Un taxi? Vous rigolez? Vous voulez me détruire? Vous voulez me réduire en morceaux? Docteur, je ne vous salue pas. Vous savez très bien que la moindre empoignade peut me détruire. Si vous voulez bien m'ouvrir la porte. Voilà, ce passage. Moi, je propose que nous écoutions un petit peu le public, si vous avez des questions, parce que c'est vrai que c'est un texte mystérieux. Au fond, j'ai très peu cité le texte, vous m'excuserez, mais je pense que c'est vraiment un bonheur de le découvrir. Ce que je vous souhaite, vous verrez que l'humour, il est parfois un peu d'époque. Et on aimait beaucoup ces espèces de paraboles, de citations, de jeux de mots à l'époque. D'ailleurs, il y en a plein de Don Quichotte aussi. Et c'est très très difficile souvent à traduire, voire parfois peut-être à faire passer. Moi, je propose que nous ouvrions peut-être le débat. Je crois que nous avons des étudiants de l'unité d'espagnol, que je remercie d'être venus, parce que ça fait plaisir. Assistant, pardon. C'est encore mieux. Merci. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, et volontiers, si vous avez des questions. Je vais ouvrir le bal, alors. S'il vous plaît, oui, le silence me fait peur. Pour revenir sur cette question même, en fait, de l'illusion de vers, on voit en fait se dégager dans la littérature et dans les chroniques, sur une période assez calibrée, cette monomanie qui est souvent associée en fait à la mélancolie. D'après ce que relèvent les textes, et qui se manifeste dans des couches de la société variées, mais avec bon nombre d'exemples dans l'aristocratie également. Est-ce qu'on relève au sein de la littérature du siècle d'or d'autres exemples? Est-ce que c'est un thème dont se seraient emparés d'autres auteurs? Et au niveau européen, est-ce qu'il y a comme ça, disons, une sorte de mode sur cette monomanie, sur cette folie bien caractéristique qui est ici transcrite par Cervantes? C'est une très bonne question, comme on dit quand on n'est pas très sûr de la réponse. C'est pourquoi je donne la parole à... Facile, mais ça m'arrange. C'est un piège. Un peu difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts qui parlent des modèles, les vrais modèles de Cervantes. Il y a des personnes, pas en Espagne, je ne connais pas en Espagne des personnes, mais dans la littérature européenne, je pense qu'il y a des modèles que Cervantes profite pour créer les personnages du licenciat Ibert. Je ne me rappelle bien, mais il y a dans le 19e siècle, tout le monde cherche des modèles vivants pour Don Quichotte, pour le licenciat Ibert, mais aujourd'hui, une chemin terminée. Il n'y a pas de possibilité de continuer, je pense, pour les modèles vivants du licenciat Ibert. Mais Cervantes n'est pas original. Cervantes est un écrivain très très intéressant, mais comme tout le monde, récupère thème de la littérature européenne. Même Lope de Vega, c'est la même chose, non? Cervantes dans le Retable des Merveilles est très connu dans la littérature européenne, même du Moyen-Âge. La littérature allemande, la littérature française et la littérature espagnole du Moyen-Âge. Il ne cherchait pas l'originalité, simplement donner un tour de force, je pense, pour exprimer mieux les thèmes. À mon avis, c'est
Je ne sais pas si j'ai Michel. Non, c'est-à-dire que je donne dans mon livre beaucoup d'exemples alors de personnes vivantes. Donc là, on parle plus de littérature, on parle vraiment de documents, de documentation. Et il y a à toutes les époques, alors vous avez cité des exemples anciens de personnes qui se croyaient en vers. Et d'ailleurs, j'avais fait une présentation où je me posais la question de savoir si c'était au fond une maladie d'époque. D'accord? Un peu comme l'hystérie au XIXe siècle, ou, etc. Et moi, j'aurais tendance un petit peu à le penser. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres textes qui ont repris des personnages, par exemple, de vers? À ma connaissance, je ne crois pas. Mais je peux me tromper et ça demande peut-être une petite recherche. Mais c'est sûr, parce qu'il y a deux aspects. Il y a le fait d'être transformé en vers et il y a le fait de devenir une autre personne. Hein? Alors on connaît les personnalités doubles, comme on les appelle, ça chez Proust ou ce que tu as étudié, Édouard. Le moi divisé, c'est-à-dire des personnes qui tout à coup se transforment, deviennent une autre personne, commencent à faire des choses incroyables, qui n'ont rien à voir avec leur personnalité d'origine. On a documenté des personnages qui tout à coup parlaient latin, sans l'avoir jamais appris, ou qui tout à coup faisaient des poèmes extraordinaires, alors que c'était des personnes qui n'avaient pas de culture particulière. Donc là, on est dans des choses qui ont été documentées, finalement. Et on retrouve beaucoup de choses comme ça, surtout au XIXe siècle, en fait, et début du siècle. Une autre question? Oui. Alors, c'est une question un peu naïve, sans doute, sans référence littéraire. Le licencié de vers, pour moi, deux images surgissent et il me semble qu'elles sont présentes de toute façon. C'est la fragilité d'abord. Quand j'ai eu en main une première ébauche, j'ai pensé tout de suite à Freud parce qu'il utilise l'image du cristal brisé. Et évidemment, il dit que finalement, nous avons tous en nous des fractures et des divisions potentielles, et que chez le malade, entre parenthèses, tu parles de folie et tu dis qu'on n'oserait plus utiliser le terme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on emprunte aux Américains le terme de démence, que je trouve pire encore, personnellement. On dit toujours qu'on court le risque de la démence, et parfois pour des fragilités psychologiques où le terme semble inadéquat. Mais c'est l'américain, donc on a repris en français un terme qui a sans doute d'autres significations. Donc là, si vous voulez, fragilité, il m'a semblé, d'après ce que je viens d'entendre, qu'elle était du côté du sujet lui-même. D'ailleurs, il se dit frappé par un destin cruel, ou du moins il en fait l'hypothèse, par rapport au filtre, qui est censé être un filtre d'amour. Ça, c'est assez intéressant aussi, parce que ça semble pas être le résultat final. Non. Et puis d'autre part, il y a la transparence. Alors, la transparence, il revendique, d'après ce que j'ai entendu, la clarté d'esprit, mais il semble que sa transparence, contrairement à ce qu'on pense d'habitude, parce que pour moi, quand j'entends « je suis transparent », ça veut dire « je suis sans hypocrisie, je me montre tel que je suis, comme un envers que c'est ». Là, il me semble que la transparence est tournée vers les autres, au contraire. Parce qu'il dénonce l'hypocrisie et le mensonge. Donc, il revendique une clarté d'esprit, mais la transparence qui semble être évoquée est celle qu'il a à l'égard des autres qui ne peuvent pas le tromper et qu'il perce à jour. Donc je me suis demandé s'il y a des liens là entre ces deux figures. D'une part, cette fragilité qui peut induire la maladie, justement, enfin du moins une fragilité extrême psychologiquement et peut-être physiquement, telle qu'elle est en tout cas imagée, et puis cette transparence qui est l'autre face du licencié. Alors je sais pas, je mets des hypothèses comme ça, mais c'est au premier degré que j'en parle. Alors là, ça m'a un peu troublé, si vous voulez. Alors, on se connaît assez pour que j'ose te tutoyer.
Oui, pardon. Nous parlons de ma pièce de théâtre, donc je dis pas que forcément j'ai là l'image exacte du personnage, etc. Maintenant, chez Cervantes, donc ce qui est frappant, c'est effectivement la fragilité, la manière qu'il a de répondre à toutes les questions. Il parle latin, alors qu'il l'a apparemment jamais appris. Donc, il a vraiment tous les... Voilà. Et puis, il fait la critique de quasiment de toutes les catégories sociales. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, je donne une vision contemporaine par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui un peu quand même, la psychanalyse, la psychiatrie et tout. Évidemment qu'à l'époque de Cervantes, il n'y avait pas... Enfin, ses connaissances étaient totalement différentes. Mais on sent qu'il y a une fascination, parce que ce soit dans Don Quichotte, que ce soit où il y a des histoires de fous, hein, des cuentos de locos, des histoires de fous qui sont assez extraordinaires, je rapporte là. Je crois que ça a vraiment fasciné Cervantes. On peut imaginer qu'il y a de quoi devenir fou, déjà 5 ans et demi dans le bagne d'Alger, en prison aussi en Espagne, voyant un peu toutes les couches d'une société qui est très diverse et parfois avec le pire et le meilleur. Je pense que c'est un excellent observateur de la folie. Voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu. Ah, c'est une réaction à chaud, si j'ose dire, et sans grande réflexion, mais disons que tu viens quand même de dire qu'il critique toutes les couches de la société. C'est ce que j'appelais cette transparence à l'égard du monde dans lequel il vit. Et faut-il être fou pour ça? Est-ce que c'est une ruse de l'auteur pour s'autoriser? Alors, on connaît le fou du roi qui se permet de voilà, dire justement, toutes les vérités. Et la fragilité d'un autre côté, parce qu'il y a des éléments autobiographiques, à ton avis, dans l'œuvre elle-même. Il s'en sert, il puise dans son expérience. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je pense qu'il a vécu des situations extrêmes et que certainement il a côtoyé la folie. Et comme je disais, il y a de quoi devenir fou en vivant certaines de ses expériences. Je pense notamment au bagne à Alger. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'au fond, la fragilité, et qui va jusqu'à la folie éventuellement, rend possible un regard justement beaucoup plus lucide sur ce que le monde est, sur ce que les hommes sont, et qui n'apparaît pas si on n'a pas cette fragilité et si on ne bascule pas dans l'extrême de la folie. Je sais pas, hein, c'est une hypothèse que je fais. Absolument d'accord. Oui. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette Espagne quand même de la suspicion, on se dit qui est quoi, est-ce que c'est un hérétique et tout. Je crois que je dis quelque part, c'était peut-être moins dangereux d'être fou que, par exemple, une ruse ou critique. Ouais. Moi, j'ai une remarque à faire justement en liant deux interventions, c'est-à-dire celle de Nicolas du cimetière et celle d'Ouvrage, c'est-à-dire mélancolie et ruse. C'est-à-dire, c'est à peu près exactement la même date de la création de Hamlet en Angleterre. Et on voit les deux thèmes se rejoignent tout à fait. C'est-à-dire, et comme tu as dit, l'auteur utilise peut-être cette fragilité, cette posture comme une ruse pour montrer l'hypocrisie de la société, et forcément, et aussi la mélancolie. Là aussi, Shakespeare s'inspire de la théorie des humeurs, parce que Hamlet dit justement, il y a quelque chose en moi, une mauvaise humeur qui fait que, etc., que je n'arrive pas à agir, que je n'arrive pas à poser mon acte dans le monde, et voilà, c'est la mélancolie qui est donc masquée par la ruse, en quelque sorte.
Aujourd'hui, on parle encore de saute d'humeur. Hein, c'est une expression qui vient de cette... Et alors, à l'époque, on ne savait pas vraiment comment soigner ça, mais on faisait des saignées. Il faut dire que la médecine de l'époque n'était pas terrible. Quel que soit le problème, on va faire des saignées. Et les spécialistes des saignées dans cette Espagne, c'était les barbiers. Hein, parce qu'ils avaient ce qu'il faut pour... hein. Et comme par hasard, le père de Cervantes était barbier. Voilà. Donc, vous voyez, tout se rejoint. Y aurait-il encore une question peut-être de la part de nos amis de l'UNIGE? Ah, voilà. Ah, très bien. Je voulais vous demander, à la toute fin de votre présentation, vous nous avez esquissé quelques mots sur le processus de traduction. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire peut-être un peu plus, quelles ont été les difficultés de traduire. Vous avez parlé des jeux de mots. Comment est-ce que vous avez réglé ce problème? Est-ce que vous avez dû inventer, prendre des libertés? Alors, c'est pas moi qui l'ai traduit. Ah. C'est Jean Cassou, qui est un grand hispaniste de la moitié du XXe siècle, qui l'a donc traduit en 1928, cette erreur. Et c'est très intéressant parce que c'est lui qui a traduit toutes ces nouvelles, mais dans une version postérieure. Il a mis de côté le licencié de vers parce qu'il trouvait que c'était trop compliqué à traduire, alors qu'il l'avait déjà traduit. Donc on ne sait pas s'il n'était pas content de sa première version, mais c'est vrai que, vous verrez d'ailleurs, j'ai oublié de saluer la présence de mon éditrice Marias, qui est ici présente, et il y a différentes, il y a Jean Canavaggio, ce ferreur qui a donc traduit, qui a fait une nouvelle traduction de ce texte, qui est un grand spécialiste de Cervantes. Et en fait, le texte de Jean Cassou, il y a un peu un français un petit peu vieilli, mais qui donne une sorte de saveur au fond au texte, mais qui nous a obligés parfois à mettre des petites notes pour dire ça, ça veut dire ça, etc., etc. Donc non, je ne me serais pas aventuré à traduire. Mais alors les traductions, c'est aussi un grand problème, une grande question. Vous connaissez, traductor, traditor, etc. Je rebondis sur la question de Natacha, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, votre pièce, en revanche, a elle été traduite en direction de l'espagnol. Oui. Et donc je suppose que vous avez supervisé, ou du moins collaboré au processus, où vous y êtes intéressé. Oui. Et justement, là, dans l'autre sens, avec un français moderne, mais également un jeu de scène, quelles ont été les difficultés? Alors, j'ai demandé l'aide d'un ami hispanophone et on a travaillé de concert parce que, bon, j'ai certaines connaissances comme de la langue espagnole, mais je ne suis pas de langue espagnole d'origine maternelle. Et parfois je disais, est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça, est-ce qu'on pourrait dire ci, etc. Il y a toujours aussi le problème, c'est est-ce qu'on veut donner un côté un peu archaïsant pour être un peu dans le moule, si vous voulez, dans le jus d'époque, ou est-ce que c'est artificiel? On s'est posé un petit peu toutes ces questions. Donc effectivement, j'ai écrit 2 pièces seulement, mais les 2 ont été traduites en espagnol, puisqu'elles traitent de sujets espagnols. Et voilà, donc c'est toujours une aventure passionnante. Après, la vraie aventure, c'est quand c'est bien sûr mis en scène. Parce qu'alors là, vous avez un nouveau traducteur qui est le metteur en scène, qui fait parfois un petit peu ce qu'il veut. Mais c'est une belle aventure. Oui, surtout pour les cochons. C'est vrai. Mais le professeur Madronial lui-même anime l'atelier théâtre. Peut-être nous en dire un mot? Bon, c'est possible aujourd'hui, je ne peux pas m'occuper de l'atelier de théâtre, mais le collaborateur de l'invité d'espagnol peut mettre en scène, si c'est possible, l'homme de verre. Si. Vous avez entendu, c'est plus qu'une offre, c'est un ordre. C'est un ordre, non. Mais moi j'adore le théâtre et ça serait, pour un auteur, c'est extraordinaire. Moi je me fais tout petit, hein, on m'avait permis d'assister au travail de mise en scène de ma première pièce. Et bien sûr, comme je ne suis pas un auteur de théâtre très connu ou très prolifique, je me mettais
enfin, je restais tout petit. Maintenant, c'est vrai que parfois on se dit, mais pourquoi il fait ça? C'est pas dans le texte. Et on a comme ça des questions, des interrogations. Mais ça fait aussi partie du jeu et du plaisir de la mise en scène. Mais voilà, donc oui. Mais pour toi, le théâtre permet de faire apparaître des choses qui ne peuvent pas apparaître dans la nouvelle? Oui. À savoir, si je ne suis pas... La réponse est oui. Non, en fait, pourquoi j'ai écrit une pièce de théâtre? C'est pour rendre, c'est pas bien de dire ça, la nouvelle plus lisible, ou plus contemporaine, ou plus abordable, parce que elle a des aspects parfois un petit peu byzantins, un petit peu datés, surtout au niveau de l'humour. Donc je me suis dit, il faut encadrer ce texte avec non seulement une introduction, un essai qui permet de comprendre qu'est-ce que c'est que cette époque du siècle d'or, la vie de Cervantes, etc. Dans les grandes lignes, évidemment, je ne suis pas cervantiste. Hein. Et puis, une pièce de théâtre qui permet, au fond, de reprendre le texte pour le rendre peut-être soit plus léger ou plus abordable. Enfin, en tout cas, c'est une des raisons essentielles. Hein. Mais en introduisant aussi des éléments personnels, finalement. C'est-à-dire des choses nouvelles. Non mais moi je suis pas assez... Je suis l'homme de verre. Oui. Peut-être, un peu. Oui, mais oui, Mais on le fait tous un peu. Enfin, exactement. Ben, c'est pas ce que forcément, non, pas forcément. Non, mais c'est ce que je dis à la fin de mon introduction. Notre voyage à travers l'Espagne d'or fait maintenant place au texte original, etc. Et je parle de Cervantes, de Don Quichotte, se lançant à la conquête de moulins ou de dulcinées imaginaires, des fous de papier qui rêvent, se battent et se brisent, comme Don Quichotte et Thomas Rodaja, et qui semblent nous dire, ne sommes-nous pas tous, puisque fragiles, des hommes de verre. Oui. Donc, et puis, je sais plus, c'est vous qui avez parlé de la citation qui accompagne une gravure de Goya, qui est absolument magnifique, qui est cette fameuse gravure où on voit un homme qui est sans doute lui-même, hein, Goya, entouré de bêtes un peu étranges, de chauves-souris, et qui dit « El sueño de la razón produce monstruos ». Le sommeil de la raison produit des monstres. Et je trouvais que ça allait très bien avec le texte, finalement. C'est une gravure magnifique qui est souvent reproduite et que vous trouverez au cœur du livre.